Quelque part au milieu de l'océan, un avion vole au-dessus d'un porte-avions. L'avion atterrit sur le porte-avions tandis que notre protagoniste, dégageant une aura puissante, le regarde se poser. En descendant de l'appareil, il est accueilli par les guerriers d'élite du hall du dieu dragon. Tous un genou à terre, en signe de respect, ils crient que tout est prêt. Alors le dieu de la guerre donne l'ordre à tout le monde de retourner à la ville de Jiangdu. Et c'est ainsi que l'avion décolle, escorté par toute une flotte d'avions de chasse. Désormais dans l'avion, Yifan regarde une photo sur son téléphone et se demande ce qui se passe. La photo montre So-yeon avec un homme mystérieux, et Yifan n'a absolument aucune idée de qui il est. Nous sommes ensuite transportés à l'aéroport international de Jiangdu. So-yeon et son fiancé, Wang Shen, sont là, et il est impressionné par les avions de chasse dans le ciel. So-yeon demande comment il sait que cette escorte est pour son cousin. Wang Shen explique que son parent vient de la prestigieuse famille Lin, un géant du monde militaire. Il se vante, disant que son cousin est un immense talent, et qu'une escorte comme celle-ci est tout à fait normale pour quelqu'un de sa stature. Son expression change, et il murmure une insulte méchante à voix basse, lui disant d'arrêter de jouer l'innocente. Dans ses pensées, il termine en la menaçant de lui faire payer après la cérémonie de fiançailles. Le sourire de retour sur son visage, Wang Shen aperçoit son cousin arriver à l'aéroport. Il présente ensuite sa fiancée, So-yeon, à son parent, qui complimente mentalement sa beauté. Wang Shen félicite alors son cousin d'avoir une escorte de 6 avions de chasse. So-yoon est complètement bouche bée. La personne qui est descendue de l'avion était en fait notre protagoniste, qui avait attiré l'attention de tous. Son fiancé le reconnaît, le traitant de lâche inutile qui a disparu pendant 5 ans. Surpris, son cousin comprend maintenant la raison d'une si grande escorte. Parce que Yifeng est le dieu légendaire de la guerre, devant qui les guerriers de toutes les nations s'inclinent. Là, debout, notre héros dégageait une présence imposante et terrifiante. Shen crie alors sur So-yeon, disant que Yifeng l'a abandonné par le passé. À travers ses larmes, So-yeon murmure le nom de notre protagoniste. Elle pense qu'il l'a vraiment abandonné, alors elle se retourne et essaie de s'enfuir. Avec un sourire narquois, le cousin de Wang Shen se tourne pour parler à Yifeng. Il s'incline devant notre homme, lui présentant ses respects et l'appelant Seigneur Y. Notre protagoniste lui lance juste un regard froid et dit qu'il se trompe. Le cousin réalise que l'identité du Seigneur Yi doit rester secrète et se corrige rapidement, ayant des sueurs froides en réalisant sa gaffe. Il s'excuse pour l'erreur, mais Wang Shen se moque, disant qu'il savait que son cousin ne pouvait pas connaître un tel perdant. À bout de patience, le parent gifle Wang Shen si fort au visage qu'il le fait saigner. Confus, il demande pourquoi il a été frappé, et son cousin crie que la famille Lin a coupé tous les liens avec lui. Maintenant dans une voiture de luxe, notre héros reçoit un rapport de son assistante. Elle explique que la famille So est tombée en disgrâce tandis que la famille Wong est montée en puissance. Notre protagoniste révèle qu'il est parti pour sauver le père de celle-ci, et que la famille Wong Sen est attribué le mérite. Son assistante dit qu'elle a enquêté sur So-yeon et mentionne que Wang Shen a engagé un maître caché pour la soigner. Elle demande où ils vont, et Yifeng répond qu'il va visiter la tombe de ses parents. Mais en arrivant au cimetière, il découvre que la pierre tombale de ses parents est complètement brisée. Les photos sur la pierre tombale étaient aussi brisées en plusieurs morceaux, montrant le manque de respect total. Pour aggraver les choses, les urnes contenant leurs restes avaient été complètement profanées. Notre héros et sa subordonnée sont complètement horrifiés par cette scène terrible. Rempli de rage, notre protagoniste se reproche d'avoir laissé ses parents subir cette humiliation. Sa colère est si intense qu'il serre le poing assez fort pour le faire saigner. Yifeng crie furieusement, leur ordonnant de découvrir qui a fait ça, car c'est une rancune qui ne peut être apaisée. C'est si accablant que Yifeng finit par cracher du sang. Son assistante le rattrape alors qu'il s'évanouit, paniqué par la situation. Elle appelle immédiatement le hall du dieu dragon et les informe que les tombes ont été profanées et que leur maître est tombé dans le coma. Elle jure que peu importe qui est l'ennemi, le hall du dieu dragon le traquera jusqu'au bout du monde. Pendant ce temps, une forte pluie tombe sur l'aéroport international de Jiangdu. Le commandant suprême de la région, Li Jiangang, est inquiet car tous les guerriers du hall sont arrivés. Il se retrouve alors face à face avec d'imposants guerriers. L'un des guerriers le foudroie du regard avec une expression froide et sérieuse. Le commandant demande alors à Dragon Noir la raison d'une si grande mobilisation. Dragon Noir l'attrape avec colère et hurle que les tombes des parents du Seigneur Y ont été profanées. Avec un cri de guerre, tous les guerriers se préparent à régler leur compte, tandis que le commandant reste là, sous le choc. Le Dragon Noir jette Jiangang au sol et l'avertit que c'est une vendetta pour le hall. Un autre guerrier lui conseille de ne pas s'en mêler, et le commandant dit qu'il n'interférera pas et qu'il aidera même. En regardant les guerriers partir, il pense que la ville de Jiangdu est sur le point d'être bouleversée. Dans un club, un jeune maître nommé Shen organise une fête. Une femme demande ce qu'il fête, et il révèle qu'il a été payé 50 millions juste pour profaner une tombe. Il se vante d'avoir pris une photo et d'avoir reçu un bonus de 100 millions de plus de la part de l'investisseur. Ses invités le flattent, le qualifiant de génie et d'idole pour son acte totalement irrespectueux. Le jeune maître promet alors de donner un cadeau en espèces à tout le monde à la fête.
Mais la célébration est interrompue lorsque notre protagoniste et ses subordonnés débarquent à la fête. Les invités sont stupéfaits de leur arrivée et demandent qui les a laissés entrer. Un des guerriers de Yifeng plante sa lame dans la table, tandis que Yifeng lui donne une minute pour dire qu'il a engagé. Le jeune maître essaie de faire le dur, disant qu'un couteau ne lui fait pas peur. Le guerrier retire alors rapidement la lame de la table. Pour prouver qu'il ne plaisantait pas, le guerrier lui transperce la jambe avec la lame. À ce moment, tous les invités paniquent et tentent de fuir en criant à l'aide. Le jeune maître désespéré avoue que c'est Wang Shen qui l'a envoyé le faire. Notre héros demande où sont les cendres, et il révèle qu'il les a envoyées à Wang Shen. Dragon Noir demande de le garder en vie pendant 5 minutes, et notre homme l'autorise pendant que le jeune maître implore pitié. Au manoir de la famille Wang, une grande fête bat son plein alors que l'hôte annonce l'arrivée d'un invité spécial. L'un des invités demande qui est l'invité d'honneur, et l'autre révèle fièrement qu'il s'agit de Lin Yanzhang de la capitale. Tous les invités sont stupéfaits, car la famille Lin est la plus grande entreprise du pays. Le chef de la famille Wang pense qu'avec ce soutien, sa famille deviendra la plus puissante de Jiangdu. À l'extérieur du manoir, le président Wang accueille l'invité d'honneur qui vient d'arriver. L'invité important et son neveu passent devant le président sans se soucier de lui. Mais alors qu'il les invite à entrer, il est surpris par l'arrivée de notre protagoniste. Wang Shen est complètement terrifié de voir Yifeng juste devant lui. Notre héros ordonne alors froidement à Wang Shen de s'agenouiller et de recevoir sa punition. Wang Shen offre 5 millions à quiconque mettra fin à la vie de Yifeng, et ses gardes du corps s'avancent. Les hommes de notre protagoniste ne perdent pas de temps et battent tous les gardes avec une facilité extrême. Shen est sans voix, voyant tous ces hommes vaincus en quelques secondes. N'ayant pas d'autre choix, un Wang Shen effrayé menace notre homme, disant qu'offenser la famille Wang équivaut à offenser les Lin. Avec un sourire narquois, notre protagoniste ne semble pas le moins du monde intimidé par la menace. À la surprise de tous, les membres de la famille Lin s'inclinent et saluent Yifeng comme leur seigneur. Les deux sont complètement sous le choc, et le père de Wang Shen se demande comment il est possible que Yifeng connaisse la famille Lin. Notre protagoniste, le sourire aux lèvres, dit qu'il se retrouve. Lin Yanzhang se présente et explique que son père l'a envoyé pour suivre les ordres de son seigneur. Notre héros lui dit de transmettre ses salutations à l'aîné Lin quand il rentrera chez lui. Feng donne alors l'ordre à Dragon Noir de vider les lieux, et il commence à expulser tous les invités. Wang Shen crie sur son oncle, disant que Feng n'est personne, et qu'il ne devrait pas se laisser berner. En un clin d'œil, Dragon Noir se précipite vers lui à une vitesse incroyable. Et d'un seul coup de poing au visage, il envoie Wang Shen voler. Son père crie de désespoir en voyant son fils projeté au sol avec une telle force. Wang Song tient son fils et supplie Lin Yanshan de faire quelque chose contre Yifeng. Lin Yanshan le confronte et précise que la famille Lin va s'impliquer dans cette affaire. Le vieux Hong menace d'appeler l'aîné, mais Yanzhang s'en moque. Alors, il sort son téléphone et appelle son contact dans la famille Lin pour résoudre la situation. Pendant ce temps, notre protagoniste regarde tout calmement. Au téléphone, il se plaint à son deuxième oncle que son neveu s'est associé à un étranger pour causer des ennuis. Au téléphone, l'oncle dit à Yanzhang de s'excuser, mais il répond qu'il ne fait que suivre les ordres de son père après avoir mentionné Yifeng. Alors, l'oncle Sen prend à Wang Song Yuan, hurlant qu'il a offensé quelqu'un que même la famille Lin ne peut provoquer. Notre protagoniste, assis sur une chaise, lui demande s'il a terminé son appel. Le père de Wang Shen est sous le choc, réalisant qu'un moins que rien est devenu une figure intouchable. N'ayant pas le choix, lui et son fils s'agenouillent et annulent les fiançailles, implorant pitié. Allongé au sol, Wang Shen jure de se venger pendant que son père offre n'importe quelle femme pour qu'il survive. Yifeng, avec un sourire sombre, demande pourquoi il devrait les laisser vivre. Le vieil homme Wang lui dit de ne pas aller trop loin, mais Yifeng exige qu'il rende les cendres de ses parents. Dragon Noir hurle qu'il a profané les tombes et que même le roi des cieux ne peut le sauver maintenant. Choqué par la vérité, Wang Song Jiwon gifle son fils pour avoir fait quelque chose d'aussi terrible. Voyant la gravité de la situation, Lin Yanjing s'agenouille devant notre héros. Il le supplie d'épargner le jeune homme et offre toute la fortune de la famille Wang en paiement. Notre protagoniste demande s'il pense avoir besoin d'argent, et le vieil homme panique. Le père attrape son propre fils par le col, le traitant de bête pour ses actions. Il hurle alors, exigeant de savoir où sont les cendres. Wang Song Yuan essaie de négocier avec notre protagoniste, lui demandant de les épargner. Notre héros lui demande s'il pense vraiment avoir le droit de négocier avec lui. L'homme révèle que l'affaire est liée à la vérité derrière le décès des parents de notre homme. Le poing serré de colère, notre protagoniste brise la coudoir de la chaise sur laquelle il était assis. Se levant avec une aura terrifiante, Yifeng lui hurle de commencer à parler immédiatement. Le vieil homme hésite car il n'a pas encore accepté sa condition, mais notre héros promet qu'il ne mettra pas fin à ses jours. Il explique qu'il y a 5 ans, un vieil homme a parié que la famille Yifeng serait détruite en un mois. Notre protagoniste demande à quoi ressemblait ce mystérieux vieil homme. Wang Seong-Juen le décrit comme un grand homme aux cheveux blancs avec un collier de perles rouges. En entendant la description, notre homme reconnaît l'individu et serre le poing encore plus fort, le faisant saigner à nouveau.
Il devient furieux et se demande pourquoi, de toutes les personnes au monde, il fallait que ce soit lui. Une aura puissante émane de Yifeng alors que Dragon Noir lui demande s'il le connaît. Notre héros lui dit de se taire et ordonne au vieil homme de continuer l'histoire immédiatement. Il mentionne la clinique de la famille Y et comment ils étaient des médecins célèbres et très respectés dans la ville. Mais peu de temps après, le père de Yifeng a été accusé de vendre de faux médicaments et a failli être arrêté. Le vieil homme dit que l'homme mystérieux n'a ni admis ni nié sa culpabilité, disant seulement que tout était prédestiné. Il continue, expliquant que le vieil homme a guéri Sunusi mais lui en a donné tout le crédit pour se rapprocher de la famille So. Yifeng ramasse une note et commente que le décès des parents de notre héros doit être lié à ce vieil homme. La note dit de livrer les cendres à un endroit précis. Notre protagoniste reconnaît l'écriture et demande furieusement où se trouve ce vieil homme. Tenant son fils, Won Song Yuan dit qu'il ne sait pas et supplie notre héros de ne pas leur faire de mal. Notre homme se retourne et ordonne à Dragon Noir de s'occuper du reste de la situation. Avec un sourire cruel et un couteau à la main, Dragon Noir accepte volontiers l'ordre. Le vieil homme crie de désespoir que Yifeng a promis de ne pas mettre fin à leur jour. Notre héros répond qu'il l'a bien dit, mais qu'il n'a jamais rien dit à propos de ses subordonnés. Seul, il se demande si ce vieil homme était le vrai coupable de la chute de sa famille. Son assistante arrive en courant et l'informe que So Musedi a été hospitalisé et que sa femme est avec lui. Sans perdre un instant, notre protagoniste décide de se rendre immédiatement à l'hôpital. Nous arrivons donc à l'hôpital. À l'intérieur, So Yeon interroge le médecin sur l'état de son père, et il répond que c'est extrêmement critique. Le docteur Yang, avec un sourire étrange, l'informe qu'il va émettre un avis d'état critique pour son père. Désespéré, So Yoon le supplie de le sauver, mais le médecin dit que seul le directeur de l'hôpital peut le soigner. Il s'approche avec un sourire lubrique et dit qu'il ne rendra pas ce service gratuitement, et elle demande le prix. Le médecin révèle alors qu'il ne veut pas d'argent, et qu'il a en fait un faible pour les belles femmes comme elle. Indigné par la proposition, So Yoon le gifle, le traitant d'ordure. Furieux, le médecin crie qu'elle a osé le frapper, et que c'est une agression contre un médecin. Le docteur Yang lui saisit alors fermement le poignet. Il la menace, disant qu'il appellera le conseil de discipline, et qu'elle ira directement en prison. Mais à ce moment-là, notre protagoniste apparaît et bloque le chemin du médecin avec sa main. Notre héros demande qui ose envoyer sa femme en prison. So Yeon est surprise de voir Yifeng de nouveau juste devant elle. Le médecin se plaint à notre homme, disant qu'elle l'a agressé et devrait être arrêtée pour ça. Avec un regard glacial, notre protagoniste déclare que sa femme ne frappe jamais personne sans une bonne raison. Allongé dans le lit, son père pointe le docteur Yang avec une expression de rage. Il crie alors de toutes ses forces que le médecin est en réalité une bête. So Yeon aide son père à s'asseoir dans le lit, et il révèle le chantage du médecin. Il continue, disant que le médecin a utilisé sa vie pour essayer de profiter de sa fille. Les yeux rouges de rage, Yifeng dit que le médecin cherche la mort. Effrayé par l'aura de notre homme, le docteur Yang demande ce qu'il va faire. Sans une seconde d'hésitation, notre héros lui assène un puissant coup de pied en plein visage. L'impact est si fort que l'homme est projeté et percute la porte de la chambre. Allongé au sol, le médecin est abasourdi par la force de cette attaque. Il essaie de menacer notre homme, disant que son père est le commandant en second de la ville. Avec un sourire narquois, notre protagoniste lui marche dessus et dit qu'ils verront qui aura la pire fin. Il appuie alors son pied plus fort sur la poitrine du médecin sans la moindre pitié. À ce moment, un cri de douleur résonne dans tout le bâtiment de l'hôpital, surprenant tout le monde. Des médecins trouvent l'homme au sol et décident de l'emmener aux urgences. L'assistante de notre héros demande si elle doit gérer la situation qui vient de se produire. Mais soudain, le père de So Yeon commence à se sentir mal, et elle crie, inquiète pour lui. Désespéré, So Yeon supplie son père de ne pas lui faire peur alors qu'il semble perdre connaissance. Notre héros prend le contrôle et demande à son assistante, Xiading, de fermer la porte car il va pratiquer l'acupuncture. Xiading obéit promptement à l'ordre et ferme la porte de la chambre d'hôpital pour que personne ne puisse entrer. Dehors, un jeune médecin rapporte au directeur que la situation a dégénéré en tentative de meurtre. Le directeur furieux dit que le coupable doit être sévèrement puni pour maintenir le respect de la profession. Cependant, en arrivant à la porte et en regardant par la fenêtre, le directeur de l'hôpital est complètement stupéfait. Il voit notre protagoniste appliquer l'acupuncture aux patients pendant que les deux femmes regardent. Avec une habileté extraordinaire, Yifeng utilise des techniques d'acupuncture légendaires avec les aiguilles. Le père de So Yeon, qui était sur le point de rendre son dernier soupir, commence miraculeusement à se remettre du traitement. La mâchoire du directeur tombe lorsqu'il reconnaît la technique comme la légendaire et perdue aiguille divine Taï. L'autre médecin suggère d'enfoncer la porte, mais le directeur l'arrête immédiatement. D'un cri, il dit à tout le monde de se taire et de reculer pour ne pas perturber la procédure. Pensant que le directeur a perdu la tête, le jeune médecin décide d'appeler le père du docteur Yang. Au téléphone, il lui raconte l'incident, et le père furieux du médecin dit qu'il est en route pour l'hôpital. Pendant ce temps, notre protagoniste continue le traitement, transpirant de concentration. So Yeon regarde Yifeng et son assistante d'un air jaloux et demande qui est cette femme qui lui essuie la sueur.
Notre protagoniste remarque la jalousie de So Yeon et pense qu'elle a toujours eu des sentiments pour lui. Terminant le traitement, il commence à retirer les aiguilles une par une, très soigneusement. Il informe So Yeon que son père est hors de danger et demande à Xiaoting d'ouvrir la porte. Dès que la porte s'ouvre, le directeur de l'hôpital se précipite dans la chambre, tout agité. Sans hésitation, le directeur s'agenouille devant notre héros et le supplie d'être son apprenti. Les autres médecins restent bouche bée, voyant leur patron habituellement si confiant humilié de la sorte. Notre homme regarde le directeur avec une expression sérieuse. Désespéré, le directeur attrape la jambe de notre protagoniste, le suppliant de l'accepter. Le personnel de l'hôpital est complètement figé, ne comprenant pas ce qui se passe. Le jeune médecin qui l'accompagnait a des sueurs froides, ne sachant que faire. Notre protagoniste continue de regarder le directeur, avec une expression indifférente. Le directeur, quant à lui, regarde notre héros avec des yeux brillants d'admiration. Avec un sourire, Yifeng aide finalement le directeur à se relever. À ce moment, les parents du docteur Yang arrivent et trouvent leur fils à terre, roué de coups. Son père crie furieusement, demandant qui a fait ça à son fils. Le docteur à terre désigne le groupe de notre héros, les accusant de l'avoir battu. Le père du docteur Yang crie alors sur le directeur de l'hôpital, exigeant une explication. La mère furieuse du docteur battu se précipite sur le protagoniste pour le frapper. Xiaoting a une longueur d'avance et assène un coup de pied puissant à la vieille harpie. Le père du docteur Yang est complètement choqué qu'il ait frappé sa femme. Mais le père du docteur Yang avait déjà appelé les gardes pour s'occuper de Yifeng. Le père de Yang ordonne aux gardes armés de s'occuper immédiatement du protagoniste. Furieux, Yifeng hurle sur les gardes, leur demandant s'il ose vraiment faire quoi que ce soit. Xiaoting traite rapidement le vieil homme d'arrogant pour avoir utilisé sa position de gouverneur pour intimider les gens et menace d'envahir la ville avec sa puissante famille Qian. Le gouverneur est surpris lorsque Xiaoting dit qu'elle fait partie de la famille Qian. Mais la femme frustrée du gouverneur ne recule pas et exige justice pour son fils. Complètement aveuglé par la fureur, il crie à ses hommes d'agir. Les gardes dégainent alors leurs armes et visent. Mais une So Yeon déterminée se place devant Yifeng, résolue à ne pas le laisser périr. Avec un sourire, notre héros prend la main de So Yeon et la rassure. Les armes toujours pointées, Xiaoting menace à nouveau le gouverneur d'avoir dépassé les bornes. Mais complètement hors de lui, le gouverneur est déterminé à en finir avec le protagoniste, même si la puissante famille Shin risque de riposter plus tard. Il lève alors la main, ordonnant à son équipe d'intervenir. Mais soudain, des bruits de pas lourds se font entendre dans les couloirs. Les hommes du hall du dieu dragon arrivent pour soutenir Yifeng. Surpris par la présence du hall du dieu dragon, le gouverneur est terrifié que cet escadron de la mort soit là. Il demande si l'homme a appelé Yifeng Seigneur Dragon. Mais notre héros dit qu'il a du mal à entendre. Le subordonné s'excuse auprès du Seigneur Dragon, tandis que notre protagoniste le traite d'imbécile pour avoir accidentellement révélé son identité. Le gouverneur comprend enfin que Yifeng est une figure surpuissante que même les familles de la capitale n'osant pas offenser. Désespéré, il crie à ses gardes de baisser leurs armes immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Sa femme ne comprend pas la situation et crie qu'il devrait arrêter tout le monde sur le champ. À bout de patience, il la gifle et lui dit de se taire pour ne pas ruiner la famille. Il se tourne vers notre héros et s'excuse, disant que son fils méritait la raclée qu'il a reçue. Notre protagoniste le regarde froidement et demande à quoi servent les lois si des excuses pouvaient tout résoudre. À genoux, le gouverneur supplie notre héros de lui laisser la vie sauve, disant qu'il a vraiment tout gâché. Notre protagoniste se tourne alors et dit à Xiaoting de gérer cette affaire à sa manière. Avec un sourire, elle s'approche du vieil homme et dit qu'elle enquêtera sur toutes ses actions dans la ville. Le gouverneur tombe dans un désespoir total, sachant que sa vie et sa carrière sont terminées. L'un des hommes du hall du dieu dragon demande ce qu'il doit faire du docteur battu. Notre héros dit qu'il n'interférera pas, tandis que le directeur suspend le docteur de ses fonctions. Yifeng demande ensuite au directeur de prendre soin de son beau-père, qui devrait se réveiller le lendemain. Le directeur assure à notre homme qu'il fournira les meilleurs soins infirmiers. Voyant à quel point elle est fatiguée, Yifeng propose de raccompagner So Yeon chez elle pour qu'elle puisse se reposer. Peu de temps après, notre protagoniste et son assistante quittent l'hôpital. De retour chez elle, So Yeon reçoit un appel et demande ce que cela signifie que la famille Wong est finie. Au téléphone, son ami la taquine, lui disant d'arrêter de rêver d'épouser un membre de cette famille. Elle se dit qu'elle a failli devenir un phénix, mais que le retour de Yifeng et la chute des Wang sont une trop grande coïncidence. La scène se déplace ensuite devant le grand manoir de la famille So. So Yeon regarde une voiture de luxe s'approcher du portail de sa maison. Au téléphone, son ami dit qu'elle vient lui rendre visite pour lui présenter son nouveau petit ami et se moquer d'elle. Mais notre protagoniste arrive par surprise le lendemain matin, lui apportant le petit déjeuner. À ce moment-là, une voiture de luxe s'arrête, et une femme blonde en robe rose en sort. La femme devient jalouse en voyant notre héros avec So Yeon, se demandant pourquoi elle attire tant d'hommes. Elle l'accuse ensuite d'être désespérée pour avoir déjà trouvé un nouvel homme. Yifeng n'apprécie pas la provocation et lui fait une réponse grossière, la laissant sous le choc. So Yeon est amusée et surprise par la répartie de notre héros. La blonde, irritée,
se plaint que son nouveau copain ne supporte pas une simple blague. Sans hésiter, notre homme la rembarre, critiquant sa robe révélatrice. Yifeng lui demande si elle non plus ne supporte pas les blagues, et So Yeon est impressionné par son attitude. La femme appelle son petit ami d'Alain pour qu'il rencontre sa meilleure amie. Puis un homme avec des lunettes et des cheveux rouges apparaît, l'air surpris. Le type est complètement hypnotisé par la beauté de So Yeon, la qualifiant de fée. Son ami le gronde de rester planté là, et il lui demande de les présenter. Avec un sourire, elle présente So Yeon et se moque d'elle pour avoir trouvé une nouvelle cible. So Yeon s'agace, comprenant que son ami l'accuse de changer de petit ami comme de chemise. Avec un sourire en coin, notre protagoniste reconnaît la voiture et demande si ce véhicule est vraiment à lui. Le couple se met sur la défensive, et la blonde l'accuse d'être jaloux parce qu'il ne peut pas s'offrir une telle voiture. Notre homme l'insulte, disant qu'il n'a aucune classe et qu'il déteste simplement les riches. Mais So Yeon le défend, affirmant qu'elle croit en Yifeng, et que la voiture n'appartient pas au petit ami de son ami. Notre héros sourit, voyant qu'elle le protège toujours de la même manière qu'il y a 5 ans. Furieuse, la blonde pointe So Yeon du doigt et menace de tout raconter à tous ses amis à son sujet. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, le bruit assourdissant d'une gifle résonne dans l'endroit. D'un geste rapide, notre protagoniste gifle la femme pour défendre So Yeon. La force du coup envoie la blonde à terre, complètement sonnée par ce qui s'est passé. Avec un regard glacial, Yifeng l'avertit que si elle ne surveille pas sa bouche, il la lui arrachera lui-même. La femme est terrifiée par notre homme et se met à trembler de peur. Juste à ce moment, une autre voiture de luxe arrive et s'arrête juste devant le manoir. À la surprise générale, la personne qui sort de la voiture est Xiao Ting, qui lui demande s'il emmène sa femme faire des courses. Elle regarde alors le véhicule du couple et se rend compte que c'est en fait sa voiture. Elle s'exclame que c'est la voiture qu'elle a utilisée pour venir le chercher à l'aéroport et se demande comment elle est arrivée là, puisqu'elle l'avait envoyé en réparation. Notre protagoniste désigne le type et dit qu'il a prétendu être le propriétaire du véhicule. En colère, l'assistante sort son téléphone et dit qu'elle va appeler le garage pour comprendre la situation. L'homme s'agenouille désespérément et la supplie de ne pas appeler, avouant qu'il a pris la voiture pour se la péter. La blonde lui crie dessus, lui demandant des comptes sur son poste de directeur, et il révèle qu'il n'est qu'un mécanicien. Furieuse du mensonge, la femme l'attaque, le traitant de déchet pour l'avoir trompé. Le mécanicien se défend, disant qu'elle est une croqueuse de diamants, et c'est pourquoi elle a été si facile à tromper. So Yeon les regarde et pense que ceux qui insultent les autres finissent par être insultés à leur tour. Notre homme ordonne alors à l'équipe d'inspection d'emmener le couple agaçant. Alors qu'ils sont emmenés, l'un des gardes l'informe qu'ils ont une piste sur le vieil homme qu'ils recherchent. Yifeng demande où il se trouve, et le garde dit qu'il pourrait se cacher dans un temple sur le pic Lingu. Notre protagoniste s'irrite et crie qu'il ne veut pas d'une évaluation préliminaire. Son assistante demande 1 heure de plus, mais il ne lui donne que 20 minutes pour obtenir une réponse. Elle pense qu'il y a 5 ans, il était un gendre paillasson, mais maintenant il est devenu un roi. Peu de temps après, Xiao Ting revient et confirme que Dragon Noir a encerclé le temple où se trouve le vieil homme. So Yeon demande qui est le vieil homme qu'il recherche, et notre héros répond que c'est juste une connaissance. Il monte ensuite dans la voiture et demande à son assistante d'emmener So Yeon à l'hôpital plus tard. Alors que la voiture s'éloigne, So Yeon se demande ce qu'il a bien pu faire ces 5 dernières années. Xiao Ting révèle que lorsque notre protagoniste est parti, c'était entièrement à cause d'elle, et So Yeon est choqué. Elle explique que son père a été diagnostiqué d'un cancer, et que le vieil homme a offert un remède en échange d'un marché. Mais quand So Yeon demande quel était le marché, une voiture percute violemment une autre juste devant elle. Les deux sont surprises par l'acide et la fumée qui s'échappe de l'une des voitures. Soudain, un vieil homme en vêtements traditionnels sort d'un des véhicules. Xiao Ting est stupéfaite de le reconnaître tandis que So Yeon reste perplexe. En un clin d'œil, le vieil homme se précipite vers l'assistante à une vitesse absurde. Elles sont toutes les deux complètement paralysées par la peur. Pendant ce temps, au temple du pic Lingu, notre héros demande si le vieil homme est toujours là, et son homme le confirme. Notre protagoniste ordonne alors à tous ses guerriers d'attendre dehors. Mais il dit que même avec l'aide de tout le monde, le vieil homme pourrait encore mettre fin à ses jours facilement. Il entre donc seul dans le temple pendant que son subordonné ne fait que regarder. Le subordonné crie que même si cela doit leur coûter la vie, ils doivent protéger le Seigneur Dragon. À l'intérieur du temple, notre héros trouve le vieil homme et lui demande comment il va depuis tout ce temps. Notre homme est complètement choqué de voir le véritable état de son maître. Désespéré, il crie, appelant le vieil homme maître. Notre protagoniste dit qu'il le sauvera avec son aiguille Divinta, qui peut ramener les gens du seuil de la mort. Mais le maître l'arrête et révèle que les veines de son cœur ont été sectionnées, et que même lui ne peut se sauver. Rempli de haine, Yifeng demande qui l'a blessé, mais le vieil homme dit qu'il n'est pas encore de taille à affronter l'ennemi. Il explique que la médecine est divisée en 2 factions, le médecin divin et le médecin fantôme. Le maître révèle que la famille Yi a été détruite parce qu'elle était la successeur de la faction des médecins fantômes. Il dit que le père de notre héros a utilisé ses compétences pour sauver quelqu'un, et c'est ainsi qu'il a été découvert.
Notre homme lui demande alors pourquoi il a pris les cendres de ses parents, mais le maître nie tout. Le vieil homme crache du sang et dit qu'il est venu, parce qu'il a entendu que la faction rivale venait pour traquer notre homme. Désespéré, notre protagoniste crie que son maître ne peut pas mourir, quoi qu'il arrive. Le maître dit que son heure est venue et sort un collier de perles rouges dessous ses vêtements. Il tend le trésor à notre héros et dit qu'il est le dernier héritier, porteur d'une grande responsabilité. Avec ces derniers mots, le maître dit que son seul regret est de ne plus pouvoir protéger notre héros. À genoux, notre protagoniste tient le corps sans vie de son maître, complètement dévasté. Son cri de douleur résonne dans tout le temple, et ses subordonnés se précipitent pour voir ce qui s'est passé. Quand ils arrivent, ils trouvent le seigneur dragon en deuil, et demandent ses ordres, prêt à agir. Notre héros se sent coupable, pensant que son maître était un héros qui a ruiné sa vie à cause de lui. Il se lève et décide d'enterrer son maître ici même, au milieu des montagnes et des rivières de cet endroit. Mais en ce moment de deuil, son téléphone portable se met soudain à sonner. Sur l'écran, le nom d'une femme nommée Lan apparaît, attirant son attention. En répondant à l'appel, il entend qu'il n'a que 20 minutes pour se rendre au manoir de la famille So. Furieux, il se rend compte que la personne au bout du fil est la même qui a détruit sa famille et qui menace maintenant So Yeon. Sans perdre de temps, notre protagoniste demande un couteau militaire à l'un de ses hommes. Il sait que l'ennemi est impitoyable et se lance dans une course contre la montre pour sauver les gens qu'il aime. Il saute alors d'une falaise devant ses hommes, qui crient son titre sous le choc. Avec précision, il plante le couteau dans la paroi rocheuse pour se soutenir. Notre homme utilise son couteau comme point d'appui. Puis nous voyons le luxueux manoir de la famille So, où le danger approche. Là, un homme de main avec une torche à la main l'attendait et commande sa ponctualité. Mais n'ayant pas de temps pour discuter, notre héros charge et assène un puissant coup de poing au visage de l'ennemi. L'impact est si fort que l'homme est projeté en l'air et s'écrase au sol, soulevant de la poussière. Dégageant une aura terrifiante, Yifeng dit qu'il est trop faible et lui dit d'appeler son maître. Allongé sur le sol, l'homme de main explique que son maître est déjà parti et l'a envoyé pour livrer quelque chose. Il désigne une Jeep et dit que l'objet mystérieux se trouve dans le coffre du véhicule. À côté de la voiture se trouve une boîte en bois qui a été laissée pour notre protagoniste. Le livreur demande s'il peut partir, mais notre homme dit qu'il ne va nulle part. Yifeng demande des nouvelles de ses amis, et l'homme désigne le manoir, l'assurant qu'elles vont bien. En regardant à l'intérieur, il voit So Yeon et Xiaoting évanouis mais heureusement indemnes et respirants. L'homme propose de les porter, mais notre héros lui dit de déguerpir immédiatement. Avec son téléphone portable, Yifeng appelle Dragon Noir, et lui ordonne de suivre la voiture du livreur. Peu de temps après, il s'approche de la boîte en bois pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. En ouvrant la boîte, notre protagoniste est complètement choqué et se demande ce que c'est. À l'intérieur de la boîte, il trouve plusieurs vieux jouets qu'il a reçus de ses parents quand il était enfant. En fouillant parmi les objets, il trouve quelque chose enveloppé dans un tissu au fond de la boîte. Notre protagoniste réalise que l'objet est en fait l'urne contenant les cendres de ses parents. À sa grande surprise, en regardant à l'intérieur du récipient, il découvre qu'il est vide. Il remarque que les urnes n'ont jamais été utilisées et se demande si ses parents pourraient être encore en vie. À ce moment, son assistante Xiaoting se réveille enfin et l'appelle. Elle court vers lui et lui dit que l'homme qui les a attaqués ressemblait trait pour trait à la photo de son père sur la pierre tombale. Notre héros se demande pourquoi son père se ferait passer pour son maître et aiderait la famille Wong. Xiaoting demande alors s'il est possible que ses parents soient encore en vie. Il se souvient avoir été dévasté à l'époque et que ce sont leurs amis qui se sont occupés de tout. Son assistante suggère de retrouver ces personnes pour découvrir la vérité sur cette année-là. Notre protagoniste est d'accord avec l'idée et lui dit de s'en occuper immédiatement. Peu de temps après, il s'approche de So Yeon pour enfin la réveiller. Elle ouvre les yeux et est soulagée de le voir de retour, la tenant dans ses bras. Il la calme et lui demande si elle a vu le visage de l'homme, mais elle dit qu'elle a été assommée et demande des nouvelles de Xiaoting. Notre héros dit que Xiaoting va bien, et qu'il va maintenant avec elle à l'hôpital pour voir son père. En chemin, So Yeon mentionne que sa mère s'est fâchée et est allée chez son grand-père à Jianbei. Notre protagoniste promet que le lendemain, ils iront chercher sa mère pour réunir la famille. Sur ce, ils arrivent tous les deux à l'hôpital pour la visite. Xiaoting révèle que la plupart des personnes présentes aux funérailles sont décédées et qu'il n'en reste qu'une à Jianbei. Il lui donne alors 3 jours pour confirmer l'identité du survivant. Notre homme pense que la faction rivale a peut-être simulé la mort de ses parents dans le cadre d'un plan. Son assistante est d'accord car cela n'aurait aucun sens d'éliminer les témoins s'il était en vie. Notre héros dit qu'avec la médecine, il est facile de changer l'apparence de quelqu'un pour le tromper. C'est pourquoi il décide que la personne à Jianbei est la clé, et il doit s'y rendre maintenant. Mais So Yeon l'interrompt et l'interroge sur un appel du directeur de l'hôpital. Elle dit que le cas doit être grave et l'encourage à y aller rapidement puisque c'est une urgence. Il demande alors à Xiaoting de l'emmener à Jianbei et promet de venir la chercher après avoir sauvé le patient. Notre protagoniste lui dit alors au revoir et rappelle à son assistante de bien prendre soin de So Yeon. Et c'est ainsi que notre héros monte dans sa voiture et part pour sa nouvelle mission. En arrivant à l'hôpital, le directeur lui le salue, le remerciant de son aide pour l'urgence. Cependant,
un médecin plus âgé le regarde avec dédain, pensant que tout cet accueil est une réaction excessive. Il se dépêche ensuite vers l'unité de soins intensifs où se trouve le patient. Le directeur explique que l'homme a eu une crise cardiaque et que ses organes sont défaillants à cause de cela. Notre protagoniste s'approche du lit et dit qu'il fera de son mieux pour lui sauver la vie. Mais le médecin de tout à l'heure l'interrompt et se moque de lui pour ne pas garantir le rétablissement complet du patient. Agacé par cette attitude, le directeur Liu crie sur son collègue et exige qu'il montre plus de respect. Un autre médecin essaie de calmer les choses, disant que son collègue est juste une personne honnête. Avec un sourire en coin, notre héros dit qu'il n'est pas son père, et que son manque de manières n'est pas son problème. Le docteur, nommé Dinua, se met en colère face à cette réponse et exige qu'il s'explique immédiatement. Notre gars le nargue alors et dit au docteur de l'appeler simplement papa. Il explique que puisqu'il n'est pas son père, il n'a aucune obligation de se soucier de lui. Le directeur perd patience et crie à Dinua de se taire ou de quitter la pièce immédiatement. Ignorant l'agitation, notre protagoniste ouvre sa mallette et prépare ses aiguilles d'argent. Le médecin plus âgé est impressionné par la beauté et la qualité des aiguilles. Dingua se moque de la médecine chinoise et parie qu'il mangera les aiguilles si notre héros guérit le patient. Avec un sourire narquois, Yifeng lui dit de se souvenir de ces mots alors qu'une aura enveloppe sa main. Il touche ensuite les aiguilles, se préparant à commencer la procédure médicale. En un instant, les aiguilles d'argent se mettent à flotter autour de lui, contrôlées par son énergie. D'un mouvement rapide et précis, notre protagoniste lance les aiguilles vers le patient. Les aiguilles touchent l'homme aux points vitaux et commencent à briller d'une lumière verte. Soudain, le patient inconscient ouvre les yeux et commence à respirer avec difficulté. Les autres médecins sont stupéfaits de voir qu'il a réveillé le patient avec seulement 3 aiguilles. De plus, ils remarquent que l'apparence de l'homme s'est grandement améliorée en quelques secondes. Le médecin plus âgé, cependant, doute encore, disant que ce n'est qu'un stimulant superficiel. Mais il est choqué de réaliser que notre héros utilise son énergie pour contrôler les aiguilles. Notre gars continue le traitement, appliquant plus d'aiguilles avec une vitesse et une précision incroyables. Les médecins comprennent maintenant pourquoi le directeur était si enthousiaste à l'arrivée de notre héros. Le patient reprend enfin connaissance, et notre protagoniste lui demande s'il prend des pilules amaigrissantes. Surpris, l'homme le confirme, et notre héros l'avertit d'arrêter car elles ont failli lui coûter la vie. Notre héros prescrit alors des médicaments au patient et dit qu'il se rétablira en 5 jours. Le patient est très reconnaissant car l'hôpital n'a pas pu trouver la cause, mais notre gars si. Avec un sourire victorieux, notre protagoniste se retourne et rappelle au docteur Ding le pari qu'il a fait. Ding HW essaie de se retirer du pari, mais le directeur crie furieusement et lui dit de s'excuser immédiatement. Mais notre héros rejette la demande et le compare à un chien, disant qu'il ne mordra pas en retour. Il dit alors au revoir au directeur lui et part, puisque le patient est stable et hors de danger. Le furieux docteur Ding jure qu'il ne subira pas cette humiliation et qu'il se vengera. À ce moment, il reçoit un appel de quelqu'un qui lui propose de l'aider à faire tomber Yifeng. Dans un hôtel de luxe, Dragon Noir rapporte que le livreur de la boîte a disparu des radars. Il lui remet ensuite un dossier contenant les informations sur la personne à Jianbei que notre héros a demandé. En lisant le dossier, notre protagoniste est surpris par l'identité actuelle de cette personne. Dragon Noir suggère de kidnapper la cible, mais notre héros rejette immédiatement le plan. Il réalise que si la seule personne qui connaît la vérité meurt, l'affaire de ses parents ne sera jamais résolue. Il chuchote alors son nouveau plan à Dragon Noir, qui semble un peu hésitant à cette idée. Notre héros dit que plus la scène est grande, mieux c'est. Car de cette façon, il n'éveillera pas les soupçons du méchant. Dragon Noir loue le plan de son maître, le qualifiant de brillant et de meilleure stratégie de toutes. Notre héros lui dit d'arrêter de le flatter et demande à Xiaoning et à la famille Qian de créer le bon moment. Le lendemain, devant l'hôtel, notre protagoniste est encerclé par une patrouille armée. L'un des officiers se présente comme faisant partie de la patrouille de la ville de Jiangang et dit qu'il peut poser des questions. Notre gars demande alors quelle loi il aurait pu enfreindre pour être arrêté de cette manière. L'officier lui demande alors s'il a vraiment soigné un patient à l'hôpital la veille. Il révèle que le patient est décédé et que la mort est liée au traitement de notre héros. Sur ce, tous les officiers l'entourent et disent qu'ils l'emmènent au poste pour enquête. Notre protagoniste est surpris et réalise que c'est impossible, à moins que quelqu'un ne lui ait tendu un piège. Il cherche alors son téléphone, mais l'officier crie furieusement, lui disant de le jeter par terre. Mais avec un regard glacial, notre héros demande si l'officier essaie de lui apprendre comment faire les choses. L'officier est terrifié par la pression effrayante qui émane de notre protagoniste. Ignorant tout le monde, Yifeng répond à son téléphone, et le directeur de l'hôpital lui annonce que le patient est décédé. Notre héros dit qu'il le sait déjà et que la patrouille est là pour l'arrêter. Avec un sourire narquois, il raccroche le téléphone et dit à l'officier de ne pas s'inquiéter, qu'il va s'en occuper. Avec un sourire, notre héros dit qu'il les accompagnera, mais les prévient. Il est facile d'inviter un dieu, mais bien plus difficile de le renvoyer. Pendant ce temps, dans le bureau du directeur de la santé, le directeur Zhang est interrogé sur l'agitation et les caméras cassées. Nerveux, le directeur Zhang dit qu'il ne sait pas ce qui s'est passé, et que notre héros a guéri le patient.
Le chef de la santé se souvient alors que le docteur Ding a enquêté sur Yifeng et a découvert qu'il n'avait pas de licence. Il crie sur le directeur pour sa négligence, mais Zhang se défend en disant que ce n'est pas lui qui l'a invité. Soudain, le directeur se souvient que notre héros a prescrit des médicaments et rejette la faute sur la médecine chinoise. Le chef de la santé ordonne alors une enquête complète et demande les résultats de l'autopsie immédiatement. Maintenant au poste, notre protagoniste attend calmement, attaché à une chaise dans une pièce sombre. Puis, deux hommes entrent dans la pièce, et l'un d'eux annonce qu'il a un visiteur inattendu. Avec un sourire narquois, notre gars reconnaît le livreur et dit qu'il savait qu'il viendrait le voir. Il explique qu'il ne se serait pas laissé prendre s'il n'avait pas anticipé cette rencontre. D'un mouvement rapide, notre protagoniste brise ses liens et traite les sbires d'idiots d'être venus à lui. Le livreur panique en voyant la main de notre héros s'approcher rapidement de son visage. Sans pitié, Yifeng saisit le cou de l'homme avec une force impressionnante, l'étranglant. Il le soulève dans les airs et exige de savoir où se trouve la personne derrière tout ça. Mais le sbire prétend n'être qu'un messager. Furieux, notre protagoniste lui met la pression et lui demande s'il le prend pour un imbécile pour croire à cette histoire. Il le jette alors violemment au sol sans la moindre pitié. Le sbire révèle que son maître veut le collier de perles en échange de la liberté de notre héros. Il termine en disant que son maître veut qu'il réfléchisse bien à l'offre avant de donner une réponse. Notre gars comprend enfin que tout ce complot visait à obtenir le collier de son maître. Il dit que le méchant peut avoir le collier, tant qu'il vient le chercher en personne. Le livreur l'avertit de bien réfléchir à sa situation actuelle, car il n'a pas beaucoup de choix. Feng se demande si la vie humaine a une quelconque valeur pour eux dans leur plan. Il dit alors que celui qui veut mettre fin à sa vie n'est pas son maître et le renvoie. Notre protagoniste en déduit que la personne derrière tout cela ne peut pas être son père. Il comprend que le méchant n'a laissé que Xiaoting le voir, afin de ne pas être démasqué par So Yeon. À l'hôpital, le directeur Liu se plaint qu'il se concentre sur l'autopsie et non sur les caméras cassées. Le rapport révèle que la cause de la mort est un empoisonnement, et que la drogue trouvée est du musc. Un médecin saisit l'occasion et accuse notre héros, puisque le musc était sur son ordonnance. Le directeur Liu crie sur son collègue, l'accusant de calomnie et disant qu'il n'échappera pas à sa responsabilité. Le médecin rival, avec un sourire malicieux, dit que l'affaire a déjà fait la une des journaux et que le public est furieux. Lors d'un appel téléphonique, le docteur Dinghua est surpris par les répercussions de l'affaire et comment elle a fini par nuire à notre héros. La nouvelle se répand, accusant notre gars de pratiquer la médecine sans licence et de ne pas se soucier de la vie humaine. Les pieds sur le bureau, le médecin rival célèbre et se vante de sa victoire contre notre protagoniste. Mais soudain, il entend un bruit étrange, et son expression joyeuse se transforme en un choc total. Dans les couloirs de l'hôpital, plusieurs médecins courent en désespoir de cause, complètement terrifiés. Dehors, des soldats lourdement armés envahissent l'hôpital, courant en formation. Une flotte entière de chars et de personnel militaire entoure complètement le bâtiment de l'hôpital, laissant tout le monde sous le choc. Effrayé, le directeur Zhang demande ce qui se passe, mais le docteur Dinghua n'a aucune idée non plus. Soudain, quelqu'un frappe du poing sur la table. Dans une salle de réunion, un homme crie furieusement sur ses subordonnés, les traitant d'incompétents. Un des hommes demande au commandant ce qui s'est passé, et il répond avec colère à propos des nouvelles. Le commandant crie que la ville est sur le point de faire face à une catastrophe à cause de leur incompétence. Il termine en disant que même lui n'est pas assez qualifié pour lasser les chaussures de notre héros. L'homme s'inquiète et réalise que quelque chose ne va vraiment pas, car le commandant était extrêmement agité à propos de l'affaire. Le commandant demande où ils ont enfermé notre héros, et l'homme répond qu'il est au service d'inspection. Furieux, le commandant leur dit de convoquer ce d'un Cuquin, et qu'ils y vont tout de suite. Arrivé dans la salle d'interrogatoire, le commandant Li se présente comme le commandant suprême de la région sud. Notre protagoniste, l'air endormi, se contente de bâiller. Nerveux, le commandant dit qu'il n'oserait pas accepter un tel titre et lui demande de l'appeler simplement Petit Li. Il s'incline humblement et dit qu'il est venu le faire sortir de là, mais notre gars demande, pour où? Le commandant demande alors où il aimerait aller, et notre héros se détend sur sa chaise, disant qu'il veut rester. Feng commente qu'il est maintenant un coupable, et qu'il attend juste de recevoir sa sentence. Le commandant panique et dit qu'il n'oserait pas le condamner, et qu'il accepte la mort à sa place. Il crie alors, demandant qui est le directeur du département, et un vieil homme lève la main craintivement. Le commandant l'attrape et crie, demandant qui a ordonné l'arrestation de Maître Yi et s'il veut perdre son emploi. À bout de patience, il le traite d'inutile et le renvoie sur le champ, disant à ses hommes de le traîner dehors. Notre protagoniste lui demande d'appeler l'inspecteur qui l'a arrêté, car il devrait connaître les détails. Le commandant interroge alors l'inspecteur, qui se défend en disant qu'il ne faisait que suivre les ordres de ses supérieurs. Notre héros demande qui a déposé la plainte, et l'inspecteur révèle que c'était un médecin nommé Dinghua. Avec un sourire narquois, notre protagoniste donne un ordre direct au commandant. Il ordonne à son homme d'amener ce Dinghua dans les 20 minutes, et l'officier s'empresse d'obéir. Pendant ce temps, le docteur Dinghua se demande pourquoi il n'a pas encore eu de nouvelles des officiers. Sa porte est défoncée violemment.
La patrouille prend alors d'assaut la pièce et lui dit de se rendre immédiatement sans hésiter. Au sol, le docteur est menotté et crie que son oncle est le directeur du département de la santé. L'officier répond que même le gouverneur de la province ne pourrait le sauver de cette situation. Et c'est ainsi que le docteur Dean est emmené dans la même salle d'interrogatoire qu'auparavant. Là, il trouve son oncle et crie désespérément à l'aide pour se sortir de ce pétrin. L'oncle furieux le gifle et crie qu'à cause de lui, toute la famille est ruinée. Le visage contusionné, le docteur est complètement choqué et ne comprend pas ce qu'il a fait de mal. Son oncle le pousse alors dans la salle d'interrogatoire et lui dit d'entrer. À l'intérieur, il trouve Yifeng et demande sur quelle base il a été arrêté et quelle loi il a enfreinte. Notre héros jette un téléphone portable par terre après avoir regardé une vidéo. Dans la vidéo, le docteur Dean apparaît en train d'injecter du poison au patient pour piéger notre protagoniste. Choqué, le docteur se demande comment c'est possible, car il était sûr d'avoir effacé l'enregistrement. Notre protagoniste dit au commandant de s'occuper de l'affaire, et celui-ci l'assure qu'il peut l'exécuter sur le champ. À genoux, le docteur Dean supplie désespérément pour sa vie, disant qu'il ne veut absolument pas mourir. Feng demande si le patient voulait mourir, et le docteur propose de payer n'importe quel montant à la famille. Notre héros dit qu'une vie se paie par une autre, et le commandant donne un coup de pied au docteur, qui crie de douleur. Le commandant ordonne alors à quelqu'un de le traîner dehors, et un garde les mène menottés. Notre gars espère que le public recevra une réponse satisfaisante, et le commandant garantit qu'il accomplira la tâche. La situation étant résolue, notre protagoniste se retourne et part en manipulant son téléphone. Au téléphone, So-yeon pleure et lui demande de venir la chercher, car elle ne supporte plus d'être dans cet endroit. Avec un regard déterminé, notre héros la calme et lui promet qu'il arrivera le plus vite possible. Nous arrivons ensuite à l'ancienne résidence de la famille Yang, où un garde leur crie de s'arrêter. Le garde pointe notre protagoniste du doigt et lui dit de partir, car ce n'est pas un endroit pour lui. Yifeng explique que sa femme est la petite fille du propriétaire, et demande s'il peut entrer ou non. Le garde se moque de lui, disant que sa femme doit être une déchéance comme lui, et lui dit de déguerpir. À bout de patience, notre héros fonce et assène un puissant coup de poing qui envoie le garde voler. L'impact projette le garde au loin, et il heurte le sol sans même comprendre ce qui s'est passé. Peu après, d'autres hommes arrivent, et l'un d'eux demande qui il est et comment il ose causer des problèmes. Notre héros répond calmement qu'il est juste là pour chercher sa femme, So-yeon, et sa belle-mère. L'homme est surpris par la réponse et le confond avec le jeune maître Yuan de la capitale. Feng le nie, et le type l'accuse d'être venu exprès pour semer le trouble aux fiançailles de So-yeon. Notre protagoniste devient absolument furieux en découvrant que la famille Yang a arrangé des fiançailles pour sa femme. Avec une aura terrifiante, il crie sur la famille Yang, mais l'homme essaie de l'empêcher d'entrer dans la maison. Notre gars lui crie juste de dégager, et la force de sa voix le fait voler en crachant du sang. Pendant ce temps, un jeune homme commente à son père que mademoiselle So-yeon a beaucoup de charme. Le père dit qu'une simple photo d'elle a captivé le jeune maître Yuan et demande où elle est. Le fils dit qu'il l'a fait chercher, mais comme elle n'est pas venue, il ira la chercher lui-même maintenant. Soudain, le cri d'une femme résonne dans la maison, disant à un certain Yang Shen de la lâcher. On voit alors So-yeon être traîné de force par Yang Shen tandis qu'un parent observe la scène. Il se plaint qu'elle l'a fait attendre, mais elle l'accuse de l'utiliser comme un outil pour sa promotion. Furieux de son audace, le père de Yang Shen gifle violemment So-yeon. À ce moment, un homme arrive en courant et annonce qu'un type nommé Yifeng a envahi le manoir. En entendant son nom, So-yeon et sa mère courent tandis que le vieil homme dit qu'il réglera tout avant l'arrivée de maître Yuan. À l'entrée, So-yeon court vers notre héros, criant son nom avec une grande joie et un grand soulagement. Sans une seconde de réflexion, elle saute dans les bras de notre protagoniste et l'étreint fermement. Notre héros remarque alors la marque rouge sur son visage et, avec un regard glacial, demande qui l'a frappé. Le père de Yang Shen s'avance et avoue que c'est lui qui l'a frappé, le défiant de faire quelque chose à ce sujet. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.